Salut Léon, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Léon, tu es secrétaire général du mouvement des jeunes communistes français et porte-parole de Fabien Roussel pour l'élection présidentielle 2022. Une tragédie est en train de se dérouler en ce moment aux portes de l'Europe, aux frontières de la Pologne, membre de l'Union européenne, et de la Biélorussie qui ne l'est pas. Quelques milliers de personnes exilées, coincées dans la neige, repoussées par les deux pays. On fait quoi, Léon? Est-ce qu'il faut dire qu'on doit les accueillir en France? Tout d'abord, ces images sont insupportables. On voit des milliers d'hommes, de femmes et beaucoup d'enfants aussi aux frontières de l'Union européenne qui sont dans des situations catastrophiques, dans le froid, des fois sans nourriture. Et ces images sont tout bonnement insoutenables. Et on ne peut supporter ces images encore plus quand on se veut justement une terre d'accueil défendant les droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, il faut mener une politique à l'échelle européenne d'accueil de ces migrants, y compris ici en France, pour permettre de les faire venir et de leur donner un accueil qui leur permet de vivre dignement. Et cette situation, c'est une situation que nous dénonçons depuis maintenant de nombreuses années, parce qu'il y a la frontière polonaise, il y a la frontière de la Turquie, il y a la Méditerranée, l'Espagne, la situation à Calais. C'est tout simplement, aujourd'hui, on ferme les yeux et on laisse faire des situations qui se détériorent. Et aujourd'hui, on le voit, l'accueil des migrants en France n'est pas du tout à la hauteur. On a des migrants qui s'installent tant bien que mal dans des maisons de fortune, voire plutôt dans des camps de fortune. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au contraire, il faut les permettre leur permettre de s'intégrer à la société française, et pour ça, il faut pouvoir les accueillir dignement, leur donner des fois des cours de français si ce n'est pas leur langue maternelle, et leur permettre de trouver une formation, un emploi, pour qu'ils puissent participer à l'effort collectif, à la nation. Et d'ailleurs, ils le participent déjà, mais aujourd'hui, on le voit, ils acceptent beaucoup de boulot que les Français n'acceptent pas, et ils sont surexploités et vivent dans des situations indignes. Est-ce que tu dirais qu'il y a un malaise à gauche sur cette question migratoire, comme si la gauche ne voulait pas assumer une ligne diamétralement opposée au vent médiatique qui parle à longueur de journée d'invasion, de submersion, de fermeté, de murs, d'expulsion, quand c'est pas pour confondre la question de l'immigration et la question du terrorisme? Est-ce que sur ces questions-là, il y a une partie de la gauche qui n'a pas finalement un peu peur d'être de gauche? On l'a vu hier, du coup, notamment avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de la langue de bois, qui n'a pas répondu aux questions du journaliste, savoir s'il fallait accueillir les migrants en France. Maintenant, moi, je pense que quand on est de gauche, on est avant tout humaniste. Et dans ce cas, la question ne se pose pas. Bien sûr qu'il faut les accueillir dignement. Et fermer les yeux ne permettra pas de répondre aux problèmes. Et je sais pas s'il y a un malaise. En tout cas, nous, on prend cette question à bras le corps. On l'a toujours pris. On a toujours pris nos responsabilités sur le sujet. Et on a toujours été clair là-dessus. Il faut les accueillir dignement. Si je puis me permettre, Fabien Roussel a quand même dit il y a quelques temps qu'il fallait expulser les étrangers déboutés du droit d'asile. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y est revenu aussi sur ses propositions. Ce qu'il faut, c'est regarder, oui, au cas par cas. Mais là, la réalité, c'est que c'est radicalement différent. Aujourd'hui, on est face à une urgence humanitaire importante. Il faut permettre l'accueil, un accueil digne, et ça c'est sûr. Et après, on regarde de toute façon, ça il y a pas de souci. Mais là, à l'heure actuelle, l'urgence c'est d'accueillir dignement, y compris de permettre à ceux qui sont sur le territoire français là de vivre dignement et de ne pas être obligés d'errer sur le territoire français sans pouvoir avoir un endroit où ils puissent justement se restaurer, dormir au chaud et trouver une formation, un travail, parce qu'aujourd'hui c'est voilà, ils ont vocation quand même aussi à prendre leur part dans le travail et dans l'effort national, et pour ça il faut leur permettre d'être accueillis dignement. Alors, une des pentes de discorde entre la candidature du Parti communiste français et les autres partis de gauche, c'est la question du nucléaire. Pour vous, un vrai service public de l'énergie, ça passe par un renforcement de la filière nucléaire. Exit donc les critiques quant à la dangerosité, quant aux problèmes liés à l'enfouissement des déchets ou les désastres liés à l'extraction d'uranium. Tout ça, on n'en parle plus et on ne voit plus, et on dit bon bah il faut faire absolument du nucléaire il faut du nucléaire pour notre énergie. Tout ça, il faut en parler. Y compris, il faut en parler sans dogmatisme. Il faut qu'on puisse traiter le sujet de la production énergétique, du réchauffement climatique, sans aucun dogmatisme. On est face à une situation où, aujourd'hui, si on veut que la planète continue d'être habitable,
il faut qu'on réduise notre empreinte carbone. Il faut qu'on ait une énergie qui soit décarbonée. On a deux options qui se présentent à nous pour cela. Première option, c'est de sortir du nucléaire, d'investir dans le tout renouvelable et accepter qu'il y ait des coupures d'énergie lorsqu'on n'a pas assez de soleil, lorsqu'il n'y a pas de vent. Voilà, ça c'est une option. Et ça veut dire que de temps en temps, l'hôpital public est en sous-régime parce que l'électricité ne fonctionne pas. Deuxième option, c'est d'investir dans une énergie qui soit pilotable, qui puisse être produite à longueur de temps et qui soit décarbonée. Et donc ça veut dire nécessairement investir dans le nucléaire. Et donc nous faisons le choix de cette deuxième option parce que nous pensons qu'il va falloir augmenter, y compris la production énergétique. On le voit aujourd'hui, on a de plus en plus de producteurs automobiles, par exemple, qui passent à l'électrique. C'est très bien, pourquoi pas. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir qu'on augmente notre production énergétique électrique, notre production électrique à ce sujet. Et si on veut qu'elle soit décarbonée, il va falloir passer sur le nucléaire. Maintenant, sur les dangers, nous en avons conscience. Aujourd'hui, la France a les instituts de sûreté les plus forts au monde. Renforçons-les encore et investissons aussi dans la recherche. Nous avons vu que Emmanuel Macron a abandonné un projet de recherche qui permettait de recycler les déchets nucléaires. Réinvestissons dans cette recherche pour permettre justement de tendre vers le zéro déchet, d'avoir des centrales nucléaires plus sûres et qui ont un meilleur rendement sur l'uranium pour nous permettre aussi de produire moins de déchets nucléaires et à terme, si on arrive à les recycler, même supprimer l'ensemble de ces déchets nucléaires. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain on dit on sort du nucléaire, soit on fait comme l'Allemagne, on réouvre des usines à charbon et on a une production très carbonée, soit on accepte qu'il y ait des coupures électriques. Nous avons le choix de aucun de ces deux cas. Nous avons le choix d'investir dans une énergie renouvelable, dans une énergie pilotable, décarbonée, et ça passe nécessairement par le nucléaire. Mais il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi l'hydraulique, il faut réinvestir aussi massivement l'hydraulique et ne pas le privatiser comme tend à le faire Emmanuel Macron. Alors, t'as proposé deux scénarios, mais en fait, il y en a un troisième qui est celui de la sobriété. J'ai vu que sur le site internet du Parti communiste, vous parliez d'idéologie de la sobriété. Pour vous, c'est impossible en fait d'imaginer la décroissance énergétique, voire la décroissance tout court. Se dire, en fait, on va produire mieux et donc nécessairement, on va peut-être aussi produire moins. Parler de sobriété, alors qu'aujourd'hui, on a des foyers, des centaines de milliers de foyers qui ne se chauffent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Moi, je trouve que c'est plutôt indécent, particulièrement indécent de la part d'une partie de la gauche de parler de sobriété énergétique à ce niveau-là. Bien évidemment, il faut regarder comment on améliore les rendements. La rénovation thermique des logements, il faut passer pour ça. Mais par contre, la décroissance, nous, au contraire, on dit on a besoin aujourd'hui de construire des hôpitaux publics, de construire des écoles, de construire des chemins de fer pour permettre aussi de passer du routier au ferroviaire. On a besoin de grands travaux écologiques justement à ce niveau-là. Et donc ça passe par davantage de production et donc davantage de production électrique. Maintenant, oui, il faut éviter les passoires thermiques qui aujourd'hui consomment et donc il faut engager des grands travaux aussi dans la rénovation thermique des logements, construire des logements sobres, pourquoi pas tendre vers la neutralité pour certains des logements passifs, pourquoi pas tendre vers ce système, vers ces constructions-là. Mais aujourd'hui, la sobriété, je pense qu'elle est irréalisable ou alors elle se ferait au détriment des pauvres et ça serait dramatique. Non, aujourd'hui, on va avoir besoin de produire davantage d'énergie. Et c'est vrai à l'échelle de la France, mais quand on est sur des problèmes environnementaux, il faut réfléchir à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, dans de nombreux pays, on a besoin de construire des hôpitaux parce qu'ils en ont trop peu, de construire des écoles. Et donc, évidemment, la production mondiale va augmenter. Maintenant, la question, c'est dans cette production, quelle production nous voulons, comment la produire pour permettre justement de relever les défis environnementaux et notamment d'avoir une énergie décarbonée. Léon, tu as 25 ans. Le Parti communiste, c'est un vieux parti, c'est un des plus vieux de France. Qu'est-ce qui t'attire dans la proposition du Parti communiste français et dans la candidature de Fabien Roussel? Tout d'abord, c'est la place qu'il laisse à la jeunesse. Moi, je me suis engagé à 17 ans, à Amiens, dans ma ville natale, parce que je me suis rendu à une manifestation avec des amis, c'était la première manif qu'on faisait, et le seul parti politique, la seule organisation politique de jeunesse qui était présente, c'était les jeunes communistes. Ils m'ont proposé d'adhérer, et naturellement j'ai adhéré, et je me suis tout de suite plu dans la place qui était laissée à la jeunesse. Je me suis retrouvé qu'avec des jeunes, à discuter politique, à refaire le monde, à réfléchir des manières dont nous devons nous organiser. Et donc très vite, j'ai trouvé ma place tout simplement dans l'engagement politique et j'y suis resté. Et la candidature de Fabien Roussel résonne avec ce qui a fait le cœur de mon engagement.
Aujourd'hui, il veut faire de la jeunesse une de ses priorités, une des priorités de la campagne de 2022. Et contrairement aux autres forces politiques, il n'impose pas son programme à la jeunesse. Au contraire, il veut construire un pacte avec les jeunes. Notamment, il met des revendications sur la table. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler, retirer ces revendications, de pouvoir en ajouter d'autres dans des débats que nous organisons partout en France. On en a eu une à Poitiers ce mercredi, mais partout en France, les jeunes communistes organisent des débats, des discussions sur quelle éducation nous voulons pour demain, sur quelle insertion professionnelle, quelle politique sportive et culturelle à destination des jeunes. Et on voit que la jeunesse est force de proposition, elle est riche. Et moi, c'est ça qui me plaît dans la candidature de Fabien Roussel, c'est qu'il laisse toute sa place à la jeunesse. Nous voyons en la jeunesse un levier pour changer la société. Et ça s'inscrit en cohérence avec la construction du programme. Si on pense que les jeunes portent en eux la solution pour répondre aux défis de demain, eh ben, faut leur laisser la place dans la campagne, leur laisser la place aussi de co-construire le programme. Et c'est ça qui me plaît dans la candidature de Fabien Roussel. La place donnée à la jeunesse, je pense que beaucoup de candidats, notamment a fortiori à gauche, c'est un élément important. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que Fabien Roussel donne particulièrement de la place à cette jeunesse. Il y a un autre point, moi, qui m'interroge, enfin qui m'interpelle plutôt. De nombreux commentateurs de la vie politique vantent l'incarnation du populaire par Fabien Roussel. Ça veut dire quoi pour toi le populaire? Et pourquoi Fabien Roussel il incarnerait plus ou mieux ce populaire que les autres candidats? Bah, je pense que tout d'abord déjà il vient de ce populaire, il vient du peuple. C'est un gars de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, et je trouve que rien que sa figure renouvelle aussi les personnalités politiques. Et d'ailleurs on le voit, sa campagne elle détonne. Et enfin c'est surtout ne pas avoir de sujet tabou, de pouvoir discuter des aspirations de la population, des sujets qui touchent le quotidien des Françaises et des Français. Donc ça parle notamment éviter voilà, la sécurité n'est pas qu'une question de droite, c'est une question que nous prenons à bras le corps parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on se balade dans nos villes, que ça soit dans les banlieues de Seine-Saint-Denis, que ça soit dans les villes et les villages partout en France, on nous interpelle sur cet enjeu de sécurité. Et donc, il faut pouvoir la traiter. Et je pense qu'être populaire, c'est aussi être capable justement de répondre à la population. Et enfin, c'est parler vrai. Et comment vous la traitez? Eh ben, La traiter, c'est dire on va envoyer plus de flics sur le terrain? Non, ça veut dire qu'on écoute la population, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'insécurité, il faut y répondre, et ça veut dire notamment ne pas laisser cette problématique à la droite et à l'extrême droite, parce que eux, justement, c'est le surarmement, la surenchère, etc. Et nous, on a une voie profondément de gauche, c'est-à-dire notamment construire une police de proximité capable de répondre aux besoins de la population, d'avoir son rôle de prévention et surtout son rôle de gardien de la paix, et non pas juste de répression. Alors, tout à l'heure, tu as dit que la campagne de Fabien Roussel, elle détonnait. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les communistes s'enorgueillir notamment la présence médiatique de leur champion pour la présidentielle. Il était en septembre la troisième personnalité la plus invitée dans les matinales. Pourtant, il est toujours crédité entre 1 à 2,5%. Il n'y a pas un problème? Comment tu analyses ce phénomène? Pourquoi ça décolle pas dans les sondages d'opinion? Tout d'abord, les sondages à 4, 5, 6 mois des élections présidentielles, on l'a vu par le passé, ils ont tendance à être une prophétie qui ne se réalise pas. Maintenant, on va voir en janvier-février, parce que pour le coup, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui aujourd'hui ne savent pas pour qui voter. Et beaucoup aussi s'en sont éloignés de la politique. Et je pense que la candidature de Fabien Roussel, justement, peut incarner cet espoir, notamment à gauche, au peuple de gauche, qui aujourd'hui n'a plus confiance en la politique parce que la gauche a trahi, qui n'ont plus espoir en la politique parce qu'on ne parle pas ni de leurs besoins, ni de leurs aspirations, ni de leur réalité. Et quand la candidature de Fabien Roussel sera connue du grand public, et ça arrivera vers janvier-février, je suis persuadé que chez beaucoup, ça leur redonnera envie et espoir en la politique. Et on le verra. Et on verra les sondages en janvier-février. Et encore une fois, ce ne sont pas les sondages qui font la politique, qui font l'élection. C'est l'élection. Et les Français ont montré par le passé qu'ils ont horreur qu'on leur dise avant pour qui voter. Il y a eu plusieurs mains tendues depuis le début de cette campagne, notamment à Arnaud Montebourg. C'est lui qui est le plus proche de vos idées à gauche et dans les candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous rassemble au fond avec Arnaud Montebourg, plus qu'avec les autres? Nous avons des points communs et des divergences aujourd'hui avec tous les candidats de gauche. Arnaud Montebourg, notamment sur l'énergie, sur la réindustrialisation, sur l'industrie française, nous avons des points communs. Mais nous avons aussi de nombreuses divergences et on l'a vu
très récemment, il y a une semaine, sur la question des OQTF, sur lequel le Parti communiste était en profonde opposition avec les propositions faites par Arnaud Montebourg de bloquer les flux financiers Western Union. Fabien Roussel l'a de nouveau dénoncé d'ailleurs mercredi à Poitiers. Voilà, donc, et pareil avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons certains points communs et nous avons des divergences. Vous savez, la gauche, aujourd'hui, elle n'est pas divisée, elle est diverse, et je pense qu'il faut qu'on respecte cette diversité. Et chaque candidat a quelque chose à porter, chaque candidat peut porter aussi des propositions innovantes, inédites. Et je pense que si on respecte cette diversité, c'est ce qui permettra aussi à la gauche de revenir en force en France. Alors, il y a l'élection présidentielle, puis viendront sans doute après la déroute, hein, désolé de le penser comme ça, les élections législatives. Est-ce qu'il faut des candidats uniques de la gauche et des écologistes sur les 577 circonscriptions, ou est-ce que ça va aussi partir en ordre dispersé pour les législatives? Bon, tout d'abord, on verra. Hein, la déroute, encore une fois, les sondages ne font pas l'élection, donc il y a encore du chemin devant nous et on est prêt à parcourir ce chemin pour justement contrecarrer. La montagne est haute, hein, quand même. La montagne est haute, mais on a des bonnes chaussures, on est des bons randonneurs. Sur les législatives, nous, on est favorable à ce qu'il y ait un pacte pour les législatives, pour pouvoir élire un maximum d'élus de la nation, de représentants de la nation, de députés progressistes et écologistes. Et donc ça, il faut construire circonscription après circonscription pour faire émerger un candidat sur chacune de ces circonscriptions-là, pour faire justement élire une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et ça, il ne faut pas attendre une semaine, un mois avant les élections législatives, parce qu'on sait que les dés seront déjà joués. Il faut que dès maintenant, les partis politiques à l'échelle nationale se rencontrent pour pouvoir justement discuter de chacune de ces circonscriptions et pouvoir nous rassembler. Mais tu penses que c'est possible, malgré les divergences sur la question présidentielle, de quand même discuter sur les législatives? Oui, parce que je pense qu'on peut discuter de certains contenus que nous avons en commun et de respecter cette diversité. Justement, respecter cette diversité, c'est aussi se dire que sur cette circonscription-là, ça sera tel parti qui sera le plus à même de remporter l'élection pour porter une voix de gauche à l'Assemblée. Sur telle circonscription, ça sera un autre candidat de gauche. Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on donne aujourd'hui, par exemple, désolé, mais le Parti communiste est crédité autour de 2%, est-ce qu'on doit lui donner 2% des 577 circonscriptions? Regardons sur les territoires, discutons et regardons circonscription après circonscription. Et non, je pense pas qu'on doive avoir 2%, y compris si on additionne tous les candidats, il nous restera encore 60% des circonscriptions, 70 circonscriptions, 70% des circonscriptions à partager. Donc non, ça il faut construire dès maintenant et regarder au cas par cas, parce qu'il faut aussi respecter les territoires, respecter le territoire, et ça se fait notamment nationalement, mais ça se discute aussi et surtout, j'ai envie de dire, avec les acteurs locaux. J'ai une dernière question, Léon. Désolé de revenir sur la catastrophe qui vient, mais pour l'instant, pas un candidat de gauche et des écologistes ne dépasse 10%. Tu m'as dit qu'il fallait attendre janvier pour que, éventuellement, Fabien Roussel soit plus connu et que sa campagne décolle. Mais est-ce que vraiment, il y a juste à attendre pour qu'il y ait un sursaut dans les sondages et parmi les électeurs? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous allez proposer en fait de différent d'aujourd'hui pour que tout d'un coup la campagne de Fabien Roussel décolle ou que celle de la gauche décolle? Est-ce qu'on est condamné finalement à attendre paisiblement en fait qu'arrive la présidentielle pour qu'il se passe enfin quelque chose à gauche? Malheureusement, notre système politique aujourd'hui est structuré autour d'une élection maire, c'est l'élection présidentielle, que par ailleurs nous pouvons dénoncer parce que c'est un déni de démocratie à plus d'un titre. Pour autant, aujourd'hui, c'est structurant dans la vie politique et dans l'intérêt pour la politique qu'ont les Françaises et les Français. Et donc, l'élection présidentielle peut être un moment aussi où, à gauche, on redonne l'espoir en la politique à celles et ceux qui n'y croient plus. Et j'en suis persuadé que en janvier, février, lorsqu'on entendra parler des propositions de gauche, lorsque les programmes arriveront sur le devant de la scène médiatique, on en aura beaucoup qui se mettront à s'intéresser, peut-être pourquoi pas à se réengager politiquement ou au moins à se réintéresser à la politique. Donc vous n'allez rien changer? Aujourd'hui, vous avez le programme, tout est bon, la stratégie est la bonne, il n'y a qu'à attendre. Mais aujourd'hui, on le voit depuis maintenant 2-3 mois, on a une réelle dynamique qui se lance sur le territoire. Il faut aller faire du porte-à-porte, retrouver ce qui faisait le sens aussi du peuple de gauche, des partis de gauche. Les partis de gauche, c'était ceux qui étaient au quotidien avec les Françaises et les Français. Retournons faire du porte-à-porte sur les marchés. Et ça, force est de constater que malheureusement, trop de partis politiques l'avaient abandonné. Et ben aujourd'hui, la candidature de Fabien Roussel permet de redonner l'espoir. Nous sommes présents sur la plupart des marchés de France, nous faisons du porte-à-porte, nous allons convaincre les Français et les Françaises
un à un, une à une, de convaincre de non seulement voter Fabien Roussel, de voter pour la gauche, mais surtout de s'engager politiquement. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons redonner espoir et pouvoir reprendre la politique avant qu'elle s'occupe de nous, eh ben, il va falloir aussi passer par la case engagement politique. Et la question ne s'arrêtera pas le 10 avril prochain ou après le deuxième tour ou même après les élections législatives. La question, c'est quel rapport de force nous arrivons à construire dans ces élections pour que tout au long des quinquennats suivants, elles puissent peser dans la vie politique. Peu importe le président, que le président soit de gauche ou libéral, il faut que nous ayons un rapport de force conséquent dans la rue pour pouvoir imposer nos revendications. Merci beaucoup Léon et Merci à vous. du coup bonne chance pour ton porte-à-porte et tes marchés. Merci.